Chapitre 4. Ce midi-là, les téléphones ne dérougissent pas d'appels enthousiastes. Ainsi, dans la demeure des Leroux, le téléphone du corridor se met à sonner. Leroux arrive par la droite pour répondre. Allô? Jean-Louis? Wow! À 2 heures? Pas de problème. Et il retourne sur ses pas. À peine disparaît-il au bout du corridor que le téléphone sonne de nouveau. Leroux accourt, mais par l'autre extrémité du corridor cette fois. Comment a-t-il pu faire le tour de la maison si vite? Pierre? Oui, wow! Il écoute Pierre lui répéter le message et s'emballe tout autant. Parfait, 2 heures, ça marche! Il repart d'où il est venu. La sonnerie retentit pour la 3e fois. Accourant de chaque extrémité du corridor, 2 Leroux, aussi identiques que jumeaux, viennent décrocher. Tous deux se collent au récepteur pour entendre Luc devancer le rendez-vous à 1h15. Ah bon? T'es sûr? L'étonnement passé, tous deux affirment à l'unisson qu'ils seront là sans faute. À l'exception de Jean-Louis et de Pierre, tous les garçons du village reçoivent un premier appel, puis un second, celui de Luc, qui modifie l'heure du rendez-vous. Vers 2 heures, Pierre fait monter Cléo de la cave et enfile son manteau. En apercevant la grosse bête affectueuse se trémousser, sa mère, exaspérée, s'exclame. « Pierre, sors-moi ça dehors! Elle a encore fait des dégâts dans la maison ce matin. Puis j'aime pas qu'elle s'approche de ta petite sœur. Elle va la faire tomber. » « Elle le fera plus, promet Pierre en sortant rejoindre Jean-Louis qui l'attend dehors. Le trio se dirige vers la vieille grange. En chemin, Pierre lui raconte ses soucis. Cléo est jalouse du bébé. Elle se pense négligée. Alors, pour attirer l'attention, elle pisse partout dans la maison. Le village est construit sur les pentes d'un vallon et lorsqu'on s'en éloigne, les maisons semblent s'enfoncer dans les terres puis disparaître quand on arrive au boisé des Solis derrière lequel passe une autoroute. C'est devant ce bois, au fond d'un profond ravin, que se trouve la grange abandonnée. Des planches mal jointes du bâtiment s'échappent des voix exaltées. La motoneige de Maranda est stationnée devant la porte. On dirait qu'ils sont tous arrivés, s'inquiètent Pierre et Jean-Louis. Dès leur entrée, Luc les apostrophe, l'air frondeur. « Vous êtes bien en retard. »« C'est pas toi qui es en avance, » répondent-ils, comprenant le tour qu'on leur a joué. Sans leur laisser le temps de protester, Luc, qui a bien mûri son coup, s'accuse sur le champ d'avoir peut-être mal compris l'heure. De toute manière, continue-t-il, vous arrivez juste à temps. On allait relire les lois qui viennent d'être votées. Petit Jacques, qui a eu l'honneur de les écrire, propose spontanément d'en faire la lecture. Lui arrachant le carton de loi des mains, Luc décide que ce privilège lui revient de droit. Prenant son air du dimanche, il commence à déclamer. Première loi. On va se diviser en 2 armées qui vont être ennemies tout le temps. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas le droit de parler à un ennemi, sinon on est des traîtres. On peut juste leur dire des bêtises, ajoute petit Jacques. Pierre et Jean-Louis jugent cette règle inutilement exagérée. Pas du tout, affirme Luc. La guerre, c'est comme au hockey. On ne parle pas à l'autre équipe. C'est écrit dans les contrats des joueurs professionnels. Cet argument a du poids. Personne ne trouve à redire. Deuxième loi, reprend Luc en haussant la voix. La guerre débute aujourd'hui et finit quand l'école recommence. Chabot fait savoir que, quant à lui, elle pourrait bien durer tout le temps parce que l'école, il conclut par une mimique qui en fait rire plusieurs. Troisième loi, continue Luc d'une voix plus forte encore. Chaque jour, on reprend quand le soleil se lève et on finit avec la noirceur. Quatrième loi, le terrain de bataille, c'est les rues du village, les champs, le bois,
mais on dépasse pas l'autoroute. Ouais, ma mère veut pas que je joue dans le trafic, plaisante Chabot. Cinquième loi, dit Luc, sans s'interrompre. Les seules armes sont les épées et les boules de neige. Sixième loi. Il n'y a pas de bataille le jour de Noël. Les dimanches non plus. Pour pas déchirer notre linge propre, ajoute petit Jacques. Laisse-moi finir, crie Luc, clouant du regard le malheureux petit Jacques, tout penaud de se faire gronder par son chef vénéré. Dernière loi. Tout le monde va mettre un gage dans le butin de guerre. L'armée gagnante garde le butin pour elle toute seule. Luc se tait. Chacun se mêle à une bruyante approbation, y allant de son commentaire personnel. Georges Leroux avertit les autres de ne pas mettre de sandwich dans le butin, comme le fait Chabot. À la fin de la guerre, elle ne sera plus bonne, précise Henri, l'autre jumeau. Chabot grogne que ça ne l'empêchera pas de la manger, lui. François, dit les lunettes, revient avec son idée de construire des châteaux de neige. Ses plans sont déjà tous dessinés. Il ne comprend pas pourquoi les autres disent que c'est bébé. Des gros forts avec des tours, des ponts qui se lèvent. Il marmonne ainsi ses pensées à haute voix en se rapprochant de Jean-Louis et Pierre. Retirés dans un coin, ces deux-là sont encore à se demander ce qu'ils font là. En guise de salutation, François leur dit « Il est fatigant, Luc. Il veut toujours mener tout le monde. » Comme pour lui donner raison, voici Luc qui monte sur le siège d'un vieux tracteur qui rouille au milieu de la grange. Il demande le silence puis déclare que c'est le moment de diviser les armées. « Ah oui, les gars, j'ai oublié de vous dire, » ajoute-t-il en adressant un sourire narquois à Pierre, Jean-Louis et François. « C'est mieux que chacun choisisse son bord. Dans une guerre, c'est comme ça. C'est pas toujours égal. » L'information est reçue froidement et sans surprise. On commence à s'habituer à ces petits oublis. Ils apprennent encore que le butin se regardait caché dans la grange, qui, elle, devient le quartier général de l'armée de Luc. Jean-Louis a beau rechigner que la grange appartient à tout le monde, on procède déjà à la division des camps. Tous sont évidemment du côté de Luc, à l'exception de Georges Leroux, qui a la mauvaise idée de se ranger du côté des dissidents. Songeant qu'il ne pourra plus parler à son frère ennemi, même à la maison, il se ravise immédiatement. On se retrouve donc à 7 contre 3. Les dissidents sont isolés. Cléo ne comprend rien aux conséquences de la division qui vient de s'effectuer. Elle court d'un côté à l'autre, lèche indifféremment les mains qu'elle rencontre et réclame des caresses. « Hey, il y a quelque chose qui marche pas, là! » s'exclame Chabot. Tous se montrent bien surpris qu'un jeu aussi bien organisé ait une faille, mais encore plus que ce soit Chabot qui la trouve. Comment on fait pour savoir c'est qui gagne? Fallait y penser, mais Luc Chicoine n'est pas facilement pris au dépourvu. Rapidement, il improvise une solution. Bon, les lunettes est de votre bord. Il va vous construire un fort. Moi et mon armée, on va l'attaquer. Le dernier jour des vacances, ceux qui seront les maîtres du fort gagneront la guerre. C'est pas compliqué. C'est ce que pense Chabot, tout à fait content de ce scénario. Comme il se doit, l'armée de Luc est, elle aussi, satisfaite. Mais les dissidents en ont assez. Ensemble, ils se dirigent vers la sortie. « Décide ce que tu veux. Nous autres, on joue plus. »« Comment ça, vous jouez plus? On n'a même pas commencé! » s'exclame Luc. « Fais-la tout seul, ta guerre, » se fait-il répliquer. Impérieux, Luc menace quand même. « Vous avez 10 secondes pour partir. » Puis sa bande l'encercle, penchant la tête en avant pour faire un concile de guerre, selon le mot du chef. Arrêté près de la sortie, François spécifie. « On s'en va, mais c'est parce qu'on veut. »« Les lunettes provoquent-nous pas, » réplique Luc en levant la tête. « Bah, on joue même pas, » dit François en courant rejoindre ses compagnons. « Veulent pas jouer, hein? C'est ce qu'on va voir, » profère Luc à l'adresse d'une armée déjà toute acquise
à sa prochaine manigance.